mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast où on va parler enfin de la Vuelta. Oui, bon, la Vuelta, on n'a pas fait de prévis avant le départ. En même temps, c'est un peu la période des vacances. On se laisse un peu de repos, mais on en profite quand même pour vous parler de cette Vuelta qui a débuté. Bon, on connaît déjà pratiquement le vainqueur final, mais ça vaut quand même le coup un peu de présenter le plateau parce que on va le voir. Et on l'a vu dès l'étape d'Andorre, il y a quand même de petite surprise et des beaux noms au rendez-vous pour accompagner Pogacar sur le podium. Avec moi pour ce podcast, on parlera pas que de la Vuelta. Paul, le cycle des temps est avec moi. Salut Paul. Salut, comment ça va? En tout cas, moi ça va bien. Je suis justement revenu, tu parlais de course de vélo actuellement qui se concentre pendant ce mois d'août. Moi je reviens justement du petit Tour d'Allemagne, ça fait plaisir. Là, on enchaîne avec la Vuelta. Je te dis Guten Exactement, Tag. Guten Tag, ouais. Allô, Vegitz. Wie geht's, das gut. Ouais, j'ai fait allemand LV2, mais il reste quelques restes, mais c'est pas grand chose. Hein, voilà, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, je l'ai dit, on va pas que parler de la Vuelta. Dans cette prévie Vuelta, qui est pas vraiment une prévie, vous allez le comprendre. Déjà, rappelez quand même qu'il va y avoir un événement sur Vélo Podcast sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Ça se passera ce vendredi, 28 août en direct sur la chaîne YouTube. Allez, on prendra l'antenne à peu près avant midi pour un plateau d'avant-course vers 11h45, 11h50 en direct sur la chaîne YouTube. La dernière étape du Tour Poitou-Charentes en direct sur la chaîne YouTube. Pourquoi c'est un événement? Pour l'expliquer très rapidement, Vélo Podcast va non pas seulement diffuser, commenter la dernière étape, mais Vélo Podcast va produire les images et pour ensuite les diffuser. Donc c'est vraiment un gros événement pour notre média, pour Vélo Podcast. Paul, en tout cas, j'espère que tu seras au rendez-vous quand même de cette dernière étape. Il y a un beau petit plateau quand même. On a vu Milan Fretin s'imposer, sur la première étape de ce TPC, un Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Le départ était mardi hier, on enregistre ce mercredi. Ce départ, grand départ en plus de chez moi, à côté de chez moi en Charente, à Saint-Cloud, arrivé à Dompierre, et puis là on est parti entre Charente-Maritime, Deux-Sèvres, et on va remonter vers Poitiers pour l'arrivée vendredi. Tu seras là quand même, Paul? Ah bien sûr, je serai derrière mon écran pour regarder cette belle course, content qu'on ait au moins trouvé un diffuseur pour cette dernière étape. Et comme tu le dis, en plus, il y a une plutôt belle start list avec toutes les grosses équipes françaises qui sont déjà présents au départ. Ouais, clairement. Bon, vous avez quand même en termes d'équipe au départ, vous avez la Decathlon CMA CGM, la Groupama FDJ United, Total Energy, tenant du titre avec Samuel Leroux qui s'était imposé l'année dernière, Cofidis. Donc c'est quand même quatre grosses équipes françaises. Il y a aussi Unibet Rose Rockets présent. Je vous donne comme ça un petit peu quelques noms, quelques équipes au départ. Le Euskaltel qui sont présents, la Polti Visit Malta qu'on a l'habitude de voir sur le calendrier français, puis les Conti françaises, CIC Pro Cycling Academy, l'équipe de Nice Métropole Côte d'Azur, Saint-Michel Préférence Home Aubert 93, Vandrizel Roubaix, et puis dans les équipes invitées, des équipes qu'on a moins l'habitude de voir, l'équipe Modern Adventure Pro Cycling, l'équipe Modern Adventure Pro Cycling avec leur maillot un peu violet, équipe continentale américaine, et parmi les autres équipes au rendez-vous, l'équipe suisse Elite Foundations, et puis ensuite des équipes là vraiment qu'on ne connaît pas trop, mais ça donne l'occasion de les découvrir. Une équipe suédoise, la Lucky Sport Cycling Team, et puis la néerlandaise Conti Azerion Villa Valkenburg, avec notamment un coureur Jano Dorenbos qui a pris l'échappée hier et qui a pris des bonifs pour entrer dans le top 5 après une étape. Voilà un petit peu le plateau, et puis les noms. Il y a le champion de France du contre-la-montre, Rémi Cavagna, qui est le grand favori parce que jeudi il y aura un contre-la-montre pour décider normalement et quasiment du général final vendredi à Poitiers pour la dernière étape. Paul, en tout cas c'est
C'est une épreuve française. Alors, tu l'as dit, il n'y a pas de diffuseur. Pourquoi? Parce que voilà, parmi les chaînes qui diffusaient, il y a eu des choix à faire, hein, de plus diffuser ce genre d'épreuves parce que il y a il y a moins d'argent tout simplement. Je parle de France 3 bien évidemment. Le service public souffre de problèmes financiers, donc nous on s'inscrit un peu non pas pour remplacer France 3, mais pour assurer auprès de l'organisateur quand même une exposition et qui plus est gratuite, hein, sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même nombreux au rendez-vous parce que c'est une épreuve qui compte, hein, quand même dans le calendrier français au mois d'août dans cette deuxième partie de saison avec on a vu notamment, hein, le Tour du Limousin, Paul, qui a eu la semaine dernière, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis là, sur cette course, tu as bien cité toutes les équipes. On a quand même quelques belles têtes d'affiche. Ça dit, champion de France Rémi Cavagna. Pour le classement général aussi, attention à des coureurs comme Antoine Lotte, les jeunes coureurs aussi avec Maxime Decomble, un mec un peu plus expérimenté, un Anthony Turgis aussi est présent sur cette course. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu de bataille. Et sur ce genre de courses du calendrier français, c'est des courses qui sont souvent assez ouvertes et qui laissent des scénarios plutôt imprévisibles. Ouais, clairement, avec cette dernière étape à Poitiers, une arrivée légèrement en bosse, où Dorian Godon s'était imposé l'année dernière avec son maillot de champion de France, mais la différence avait été faite dans le contre-la-montre la veille avec Samuel Leroux qui s'était imposé pour la Total Énergie. Donc voilà, on va suivre un petit peu ce qui va se passer, et puis on aura donc cette dernière étape, je le rappelle, vendredi 28 août en direct sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. On fera un petit plateau d'après-course avant midi, entre 11h45 et midi. Le départ fictif est à 12h05 de Saint-Symphorien. C'est pas le stade du FC Metz, vous inquiétez pas, c'est un petit village dans les Deux-Sèvres. Saint-Symphorien, Poitiers, départ réel vers 12h15 et l'intégralité de l'étape à suivre en direct sur notre chaîne YouTube, arrivée prévue aux alentours de, allez, je vais donner une fourchette large, entre 16h15 et 16h25-30 à peu près, ce qui est annoncé. Et puis derrière on fera un plateau débrief jusqu'à 17h pour débriefer avec les interviews d'après-course avec les coureurs qui seront au podium, et notamment le vainqueur de ce Tour Poitou-Charentes 2026, qui a révélé dans le passé des noms comme Søren Warnskjöld notamment, et Mats Pedersen qui s'était imposé. Mats Pedersen en 2017 et Warnskjöld c'était en 2024 et 2023. Voilà un petit peu pour celui qui est désormais vainqueur d'étape sur le Tour de France. Paul, je referme la parenthèse, on va partir en Espagne. Alors la Vuelta qui était en France pendant quelques jours, ce Tour d'Espagne qui a débuté donc de Monaco samedi, avec ensuite des arrivées, je crois que c'était à Manosque, non, pour la deuxième Exactement, étape. qu'on connaît bien sur le CIC Tour de la Provence, qui est souvent emprunté, une ville qui est souvent étape sur le Tour de la Provence en début d'année. J'y étais présent et ça tenait à cœur aussi pour les organisateurs d'accueillir aussi une telle arrivée pour un grand tour justement. Donc ouais, ça fait plaisir à nouveau que la Vuelta passe en France du côté de Manosque, et là on va retrouver donc à partir d'aujourd'hui, hein, c'est ça, les coureurs arrivent en Espagne. Ouais, on enregistre ce mercredi, on rappelle, après donc cette arrivée à Manosque et la victoire de Mathieu Brennan, cet épisode qui va marquer quand même un petit peu beaucoup quand même les suiveurs de vélo, avec cet orage de grêle impressionnant en direction de Font-Romeu, avec cet hôtel qui a du coup eu à peu près tous les avis positifs du peloton, et puis voilà, Tadej Pogačar qui a écrasé la concurrence vers Andorre plutôt ce mardi, avec cette victoire en solitaire, lui qui avait déjà remporté le contre-la-montre inaugural à Monaco. Paul, Tadej Pogačar en rouge jusqu'à Grenade, l'arrivée finale qui sera pas à Madrid mais à Grenade cette année. Tu y crois, toi? C'est 21 étapes en rouge, ou plutôt c'est 20 étapes en dehors du contre-la-montre inaugural. 20 étapes en rouge jusqu'à Grenade, jusqu'au dimanche 13 septembre pour Tadej Pogačar. C'est déjà fait, Paul? Bah oui, pour moi, le vainqueur, on le connaît, et puis on le connaissait forcément avant le départ. Enfin, il y avait vraiment de fortes chances. À 99,5%, on sait que c'est Tadej Pogačar qui va s'imposer. Les 0,5%, c'est s'il y a chute ou problème de santé, tout ça. Maintenant, je me dis que ce soit sur le Tour de France encore cette année, ou même traditionnellement sur la Vuelta, il y a toujours un petit coureur qui prend une échappée fleuve sur une étape pour puncher. Comme tu le dis, on l'enregistre mercredi. Aujourd'hui, il y a déjà une belle étape pour puncher baroudeur.
J'ai pas encore regardé quels étaient les coureurs un petit peu en ballottage, en ballottage dans le sens qui étaient à 10-15 minutes au classement général de Tadej Pogacar. On pourrait avoir une surprise où un coureur vient revêtir pendant 3-4 jours le maillot rouge. Mais sinon, je vois après Tadej Pogacar le récupérer dès la prochaine arrivée en altitude. C'est le 28 août, donc ça doit être vendredi, si je me trompe pas. Vendredi, en même temps que le Tour Poitou-Charentes. Vous aurez l'occasion quand même vendredi de vous faire un double écran avec YouTube et puis HBO Max sur Eurosport pour ceux qui regardent la Vuelta sur Eurosport. De toute façon, il n'y a que sur Eurosport qu'on peut le regarder, donc ça va être très sympa. Voilà, Tadej Pogacar qui est quand même, après 4 étapes, large leader de ce Tour d'Espagne avec 3 minutes 21 quand même. 3,21 d'avance après 4 étapes. Pour Pogacar sur Primoz Roglic, qui, on en parlera, Primoz Roglic est une belle petite surprise avec les déboires qu'il a connus en préparation de ce début de Vuelta. Enric Mas, troisième du classement général, 3 minutes 32, et puis ensuite le top 10 derrière avec Sepp Kuss. Là, on est quand même dans des écarts entre Primoz Roglic, deuxième, et Jevine qui est dixième. Ça se tient en 50 secondes. Primoz Roglic, deuxième, Enric Mas, 3, Sepp Kuss, quatrième, Oscar Hanley, 5, Carapaz 6, ensuite Félix Gall, Mathias Skelmose, Jarno Vidar, on va en parler de Jarno Vidar un peu, et de Jevine pour le top 10, avec juste derrière quand même Gregor Mühlberger et Ramsès de Bruyne qui sont 11e et 12e à moins de 5 minutes de Tadej Pogacar. Au niveau des Français, le premier Français s'appelle Clément Berthet pour la Groupama FDJ United, 16e à 7,32. Top 20 pour Léo Bizio, 18e à 8,44 de la Décathlon CMA CGM, et puis Guillaume Martin Guyonnet, 21e pour la Groupama FDJ United également à 9,25 pour les Français. Paul, la plus grande surprise n'est-elle pas finalement que Tadej Pogacar ait remporté le contre-la-montre inaugural à Monaco? Qu'il ait gagné en Andorre, on s'y attendait. J'ai envie de dire que quasiment à fond romeu, c'était pour lui aussi. La plus grande surprise, c'est finalement Monaco, c'est samedi, c'est 9 centièmes de seconde d'avance pour Pogacar sur Ethan Hayter. Ouais, finalement, tu as raison. C'est pas si encore des domaines où Pogacar est encore prenable, c'est bien sur ses chronos ou alors sur les classiques pavés. Mais ça reste quand même une grosse pointure. Et puis bon, il a montré qu'il était déjà très en forme au départ de cette Vuelta. Pourtant, oui, il y avait, comme tu l'as cité, des bons gars en chrono. Forcément, la vie du cœur du public aurait souhaité une victoire de Joshua Tarling. Et l'histoire en plus a dit que Tadej Pogacar était prêt à potentiellement lui offrir cette victoire. Je sais pas comment ça aurait été vu à nouveau, mais était prêt à lui faire cette fleur. Mais Ethan Hayter, en gros, s'est intercalé entre les hommes. Et bon, Tadej Pogacar a repris ses esprits et a décidé d'aller marquer de son empreinte déjà cette première étape de la Vuelta. Mais écoute, il était cité parmi les principaux favoris quand même de ce contre-la-montre, donc ça reste pas une surprise. Mais il confirme déjà son statut de super favori de cette Vuelta. Oui, et puis on l'a vu l'année dernière, il est capable d'enchaîner 2 grands tours dans la même saison avec, 2 grands tours, oui, il est capable d'enchaîner, mais déjà au niveau, avec l'enchaînement de Giro, Tour de France l'année dernière, et cette année l'enchaînement Tour de France Vuelta, dans un top 10 de contre-la-montre inaugural, où on a quand même vu, moi, la belle surprise, c'est Léo Bizio 6e. Bon, Léo Bizio qui a travaillé pour Félix Gall sur l'étape d'Andorre, qui est dans le top 20 du général, mais Léo Bizio 6e à son jeune âge, à 8 secondes de Pogacar sur le contre-la-montre inaugural. Là, franchement, c'était quand même assez bluffant. Ouais, plus globalement, les décathlons CMA CGM, le petit tir groupé là, des deux décathlons avec Oscar Chamberlain aussi. Au final, ce qui est un peu plus décevant, c'est que c'est le leader du classement général pour l'équipe décathlon CMA CGM, Félix Gall, qui a quand même perdu pas mal de temps et qui en a reperdu le lendemain. Il a pris une cassure dans le final. Mais oui, gros départ de Vuelta pour Léo Bizio, c'est son 2e grand tour, je crois. Il avait fait la Vuelta l'année dernière. Qui était déjà sur la Vuelta l'an dernier, donc il continue de faire ses gammes. Et effectivement, il y aura encore la posture d'un équipier de luxe pour Félix Gall sur cette Vuelta. Enfin, Félix Gall, je pense qu'on en reparlera, mais qui est super bien entouré aussi, qui a une superbe équipe.
Donc non, effectivement, Léo Bizio, il n'aura pas sa carte personnelle, ou pourquoi pas sur une échappée, qui sait. C'est plein de promesses aussi pour l'avenir. Et ouais, à noter aussi la belle performance côté français aussi de Christophe Laporte, qui fait dans les 5 et qui, pareil, a pas forcément ce rôle de leader, puisqu'il y a Mathieu Brennan qui s'est imposé le lendemain, où il a fait un super rôle d'équipier, et aussi un Wout van Aert qui avait déjà été offensif dans le final, un petit peu comme on avait les flashbacks de l'arrivée sur les Champs-Élysées l'an dernier. Donc ouais, non, côté français, on peut espérer une victoire d'étape, pourquoi pas en échapper pendant ce qui nous sauverait quand même un petit peu après ce Tour de France sans victoire française. Ouais, en effet, hein, ce Tour d'Espagne qui pourrait être finalement assez ouvert avec l'écart au général fait par Tadej Pogačar après 4 jours de course. On peut citer parmi les Français qui pourraient avoir une chance, Axel Laurence, hein, notamment avec sa pointe de vitesse, qui est aussi présent avec les Ineos. Côté français, on peut quand même se dire que Léo Bizio, hein, ancien champion du monde de cyclocross chez les jeunes, il est dans sa progression aussi. Léo Bizio, il a fallu pendant un temps qu'il accepte finalement de pas être le grand leader de l'équipe Decathlon CMA CGM sur les courses par étapes, avec l'avènement de Paul Sexas, qui est aussi de sa génération. Il a bien vu, Léo Bizio, aussi, que sur les efforts haute montagne, Paul Sexas était un cran au-dessus, qui a aussi Félix Gall, qui est en partance, Félix Gall, mais Léo Bizio va être dans sa progression en restant chez Decathlon CMA CGM, et peut-être que Léo Bizio, ce sera lui le leader l'année prochaine sur un Giro ou sur une Vuelta, pendant que Paul Sexas sera le leader sur le Tour de France. Donc voilà, il progresse. Très bien, c'est encore mieux, je trouve, de le voir performant sur un contre-la-montre comme ça sur le Tour d'Espagne. Après, c'est un profil sur 9 km qui correspond aux qualités de cyclocrossman de Léo Bizio, je trouve, qui était meilleur jeune du Tour de Burgos, et 7e début août, une course qui lui correspond, puisqu'il avait remporté une étape l'année dernière sur le Tour de Burgos déjà, 21e du général au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, après une partie du Tour à travailler, notamment pour Paul Sexas. Quand même, Léo Bizio, 12e cette année de Liège-Bastogne-Liège. C'est un coureur qui progresse doucement mais sûrement, et c'est quand même très 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 intéressant de voir que l'équipe Decathlon CMA CGM lui permet cette progression tout en restant coéquipier de Félix Gall, de ses grands leaders, avec Félix Gall et Paul Sexas pour le classement général. Ce parcours de 9 km qui correspondait aussi finalement aux qualités de Tadej Pogačar, explosif avec ses ruelles de Monaco qu'il connaît, tout comme Ethan Hayter avec ses qualités de pistard, Ethan Hayter, tout comme Tarling et Thornley, hein, finalement les 4 premiers en dehors de Pogačar, hein, les 3 Britanniques spécialistes de la piste aussi qui étaient présents dans le top 5 à Monaco. On va avancer un petit peu, t'en as parlé, la victoire de Mathieu Brennan à la 2e étape. Mathieu Brennan, là aussi jeune pépite britannique, Mathieu Brennan qui a confirmé un peu ce statut et les espoirs placés en lui à la Visma Leasebike, qui s'était imposé devant l'Espagnol Pau Miquel Delgado à Manosque de la Bahreïn Victorious. Là, je vais m'intéresser au maillot vert, Paul. Le maillot vert, parce qu'on parle du maillot rouge de leader. Tadej Pogačar, ça va aller. Le maillot vert, Mats Pedersen, tu penses qu'il va pouvoir remporter ce maillot vert? T'as l'impression que Tadej Pogačar, il va faire une razzia sur tous les maillots possibles? J'ai pas regardé le barème exact qu'offrent les points sur les arrivées massives par rapport aux arrivées en altitude. Je pense pas que ce soit le même barème que sur le Tour de France. Mais en plus, la Vuelta offre toujours des profils, même si c'est pas des arrivées au sommet, offre toujours des profils pendant son parcours avec des successions de grosses bosses, avec ces parcours vallonnés qui plaisent typiquement aux punchers. Donc c'est vrai que l'avantage va à Pogačar. Mats Pedersen, après, il a prouvé sur le Tour de France qu'il était capable de passer même les plus gros cols. Après, à voir s'il a bien récupéré sur le Tour de France et qu'il est capable d'enchaîner avec le Tour d'Espagne. On l'a vu, comme je te disais tout à l'heure, à Manosque, c'est une arrivée qu'il connaît bien parce que sur le CIT Tour de la Provence, il s'est déjà imposé à 2 reprises au classement général. Là, il a été battu plus fort par un Mathieu Brennan qui, lui aussi, se découvre des appétences pour de la grimpette. On l'a vu hier dans cette étape super courte en Andorre.
une étape de 100 km où l'équipe Visma-Leasebach a tenté d'être offensive avec Bruno Armiral. Et on a vu aussi le relais du maillot blanc actuel, Mathieu Brennan, qui a mis quand même un bon petit relais pour son leader Ben Tulette dans l'échappée. Donc je pense qu'aussi, lui, il a cette capacité, quand il est en pleine forme, de passer de belles difficultés. Donc de ne pas sous-estimer un Mathieu Brennan qui, lui, je pense, est sur son seul grand tour de la saison. Il n'a pas fait de Giro, donc il est plutôt assez frais. Donc je pense que Mathieu Brennan a encore la possibilité d'aller chercher d'autres arrivées massives, et je pense qu'il peut avoir une belle bataille entre du Pedersen, du Mathieu Brennan dans des échappées, notamment pourquoi pas sur des parcours comme aujourd'hui, même si ça favorise plus des punchers. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un petit groupe qui joue la victoire à l'arrivée. Ouais, aussi, mais quand je vois, pendant l'étape d'Andorre, Pogacar a pris 40 points au classement par points, justement. Il est leader sur tous les classements, classement par points, classement de la montagne. Il est plus meilleur jeune, mais classement général aussi. T'as l'impression qu'il est parti quand même sur une radia complète, Pogacar, quasiment de tous les maillots. Ouais, même le maillot de meilleur grimpeur, il pourrait aussi bien le récupérer. On verra, il y a plusieurs coureurs qui sont motivés par cette quête du maillot à points. On les a vus notamment hier. Il y avait Paul Debel et il y avait aussi Lorenzo Fortunato. On a entendu parler aussi de Valentin Paré-Pinte qui, après son échec sur le Tour de France face à Richard Carapaz, a d'autres envies sur cette Vuelta. On surveillera aussi pourquoi pas Richard Carapaz qui, s'il sent qu'il n'y a pas le niveau pour aller jouer un podium sur cette Vuelta, pourrait se désintéresser de la lutte pour le classement général et tenter à nouveau d'aller briller dans des échappées et prendre les points de la montagne. Donc je pense que le fait qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont vouloir s'intéresser au classement de la montagne sur cette Vuelta, ça peut faire les affaires d'un Tadej Pogacar qui, lui, quand il va s'imposer sur une arrivée au sommet, lui, il encaisse un maximum de points par rapport aux 3-4 autres coureurs que je viens de citer qui, eux, doivent se partager les points sur certaines étapes. Ouais, clairement. Et ça va être l'occasion de passer aux autres, au plateau finalement, à ceux qu'on voit finalement derrière Tadej Pogacar sur le podium dans le top 5 et dans le top 10 de ce classement final de la Vuelta, de parler du plateau. Parce que alors Richard Carapaz, ça va être limite compliqué pour lui de se laisser, de jouer le classement de la montagne, de partir en échappée quand Richard Carapaz est aujourd'hui à 30 secondes, 29 secondes de Primoz Roglic, deuxième du général au départ de la cinquième étape. Richard Carapaz, il a très bien terminé le Tour de France. Il a joué comme d'habitude un peu en montée en puissance, en jouant les coups plutôt que le classement général pour se laisser aussi de la fraîcheur sur la fin de saison et notamment sur cette Vuelta. Richard Carapaz, il fait partie de ces coureurs. Alors moi je le mettrais pas en favori pour être sur le podium avec Tadej Pogacar. J'aurais mis deux noms, j'aurais mis Félix Gall et Oscar Handley, moi, en favori pour accompagner Pogacar sur le podium à Grenade. Est-ce que toi tu vois d'autres noms que Félix Gall et Oscar Handley? En tout cas, sur cette première arrivée hier difficile à Andorre, cette course qui s'est terminée, on n'a pas eu du coup l'arrivée, la troisième étape. C'est Félix Gall et Oscar Handley qui nous ont laissé paraître la meilleure impression. Bon, t'as Félix Gall qui a tenté pendant 30 secondes d'essayer de tenir le rythme d'un Tadej Pogacar. Ouais. Bon, il a rapidement explosé et il s'est ravisé. Il a été récupéré par le groupe de chasse, bien aidé notamment, je le disais tout à l'heure, par Gregor Mulberger. Cette fois-ci, l'équipe Decathlon CMA CGM qui est venue à nouveau avec un gros collectif. Un Oscar Handley qui était prévu aussi leader sur le Tour de France, mais je sais plus ce qui s'est blessé, mais il s'est blessé sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec la chute d'Oscar Handley et Oscar Handley était lui aussi l'un des favoris pour aller au moins, en tout cas une place dans le top 5, même si Oscar Handley pour le coup a pas eu une saison tout rose avec notamment un DNF en Romandie aussi. Ouais, donc en tout cas il revient plutôt en bonne forme sur cette Vuelta. Ils se sont déjà bien tiré la bourre sur le Tour de Burgos. Donc oui, pour moi c'est les deux gros prétendants au podium derrière Tadej Pogacar. Mais en vrai, comme tu l'as dit, ça se tient vraiment en 50 secondes. Sans Tadej Pogacar, cette Vuelta, elle va tenir tout son suspense. Et là, justement, on retrouve un scénario plutôt habituel avec un Primoz Roglic qui lui adore cette Vuelta, plusieurs fois vainqueur. T'as un Enric Mas qui retrouve toujours la condition pile au moment de la Vuelta. L'année dernière, je crois qu'il ne s'était pas présenté. Là, je pense que ça lui fait du bien d'être présent cette année. On a aussi un Sepp Kuss, ancien vainqueur de
de la Vuelta, qui avait été bien aidé par à l'époque Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, mais qui a aussi des envies a priori d'essayer de se tester pour le classement général cette année. Un Mathias Kelmos qui, je sens, un petit peu moins fort que ce Tour de France. Je pense que la fin de Tour de France lui a laissé des traces. Et je pense que tu auras forcément envie de le citer. Ouais, on parlera de la pépite aussi, Jarno Vidar, qui s'était tenu la bourre avec Paul Sexas l'an dernier sur le Tour de l'Avenir et qui se teste aussi sur son premier grand tour. Alors, on va en parler, hein, de Jarno Vidar. Tu dis Jarno Vidar, tu dis Jarno Vidar, tu dis quoi, toi? Je dis un peu tous. Je crois que j'ai quand même pas mal entendu du Jarno Vidar, donc j'ai tendance à dire Vidar Jarno aussi. Bon, je vais dire Jarno Vidar, voilà, comme ça, on est tranquille, à la bonne franquette. Jarno Vidar, le Belge de la Lotto Intermarché, il fait finalement, moi, ce que j'attendais de Paul Sexas avec ce début sur la Vuelta. Un petit peu ce qu'on attendait au début. On a vu, hein, ce que ça a donné Paul Sexas derrière sur le Tour de France dans une équipe Lotto Intermarché où quand même, le Belge est moins bien entouré que Paul Sexas peut l'être et moins bien accompagné que Paul Sexas peut l'être aussi la Décathlon CMA CGM. Jarno Vidar, la belle surprise, deuxième de cette étape en Andorre. Il est neuvième du général. Il est placé à exactement 45 secondes de Primoz Roglic. C'est finalement la Vuelta, c'est le grand tour qui lui correspond le mieux, avec ses profils très explosifs. J'ai quand même l'impression, même si Jarno Vidar, a brillé sur le Tour de l'Avenir l'année dernière, avec ses ascensions de haute montagne où il a rivalisé avec Paul Sexas, j'ai quand même un peu plus l'impression que Jarno Vidar sera un coureur peut-être plus explosif, plus Liège-Bastogne-Liège que Grand Tour et haute montagne, contrairement à Paul Sexas, qui lui a la capacité de se développer sur la haute montagne. Je sais pas ce que tu en penses. On parle de ça, il est quand même très jeune, le Belge, il est jeune, il arrive juste sur le circuit World Tour. Donc on va voir ce qui va se passer, hein. On va quand même pas présumer de sa carrière alors qu'il a seulement 20 ans, il aura 21 ans au mois de novembre. Mais voilà, il a ce petit gabarit qui va l'handicaper sur les contre-la-montre, hein. Sur le premier contre-la-montre de cette Vuelta à Monaco, il fait quand même 129e et l'écart avec Tadej Pogačar est de 55 secondes. Donc je veux pas présumer de la suite de sa carrière, mais tu sens quand même que la Vuelta est quand même ce qui lui correspond mieux par rapport au Giro et au Tour de France. Ouais, tu l'as très bien rappelé. Jarno Vidar, en plus, en début de saison, il l'a tout de suite dit. Il a dit que c'était pas un coureur de grand tour. Lui, justement, c'est les courses de prédilection. Étant belge, c'est les classiques ardennaises, les Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Amstel Gold Race. C'est vraiment ce type de classique où il peut faire parler son explosivité. Comme tu dis, petit gabarit. Et hier, il l'a prouvé parce que c'était peut-être pas le meilleur grimpeur dans cette ascension, mais à la fin, il a fait parler son punch et sa rapidité au sprint en petit comité avec les principaux favoris de cette Vuelta. Donc, et puis, en relisant un article ce matin, en fait, pour le moment, il s'accroche un petit peu avec les favoris. Hier, il n'y avait aucune opportunité pour que l'échappée aille gagner l'étape. Donc, il n'y avait aucun intérêt pour lui d'essayer de sortir du peloton ou alors de perdre du temps. Il s'est accroché avec les principaux favoris pour se tester. Moi, je le vois un petit peu dans la posture d'un Lenny Martinez qui était lui sur le Tour de France, un petit peu dans cette posture-là, où on ne sait pas trop jusqu'au dernier moment s'il va jouer le classement général sur cette Vuelta ou s'il va vouloir tenter des coups dans l'échappée pour aller chercher une belle victoire d'étape. Après, il a quand même le profil, Jarno Vidar, du fond de top 10, qui va être assez libre et à qui on va laisser un petit peu d'espace pour aller dans une échappée à un moment donné, pour reprendre du temps. Parce que finalement, il est jeune, il n'a pas encore fait ses preuves. En World Tour et c'est pas forcément le coureur que va surveiller une Red Bull Bora avec Roglic, une Ineos avec Hanley, une Décathlon avec Félix Gall. C'est pas forcément lui qu'on va surveiller en premier s'il y a une échappée qui se forme avec un fond de top 10. Oui, s'il est vraiment en fond de top 10 et qu'il a vraiment perdu du temps par rapport à du Félix Gall et du Oscar Hanley, on lui laissera quand même plus de marge de manœuvre. Mais je suis pas certain non plus que Félix Gall et Oscar Hanley soient si indifférents que ça avec Jarno Vidar, surtout après sa deuxième place hier. Je pense que actuellement, il le considère comme un réel concurrent
pour un bon classement général. On l'a vu hier, Decathlon CMA CGM à la surprise générale, c'est elle qui a fait le tempo durant toute l'étape. Et pourquoi elle a fait le tempo? Elle a fait le tempo parce que Joao Almeida a été distancé directement. Bon, Joao Almeida qui a fait deuxième l'an dernier de la Vuelta, cette année il venait pour un rôle d'équipier, ça c'était sûr aux côtés de Tadej Pogacar, mais on ne savait pas à quel point Joao Almeida était en bonne condition, parce qu'un Joao Almeida en bonne condition, il aurait pu faire podium aux côtés de Tadej Pogacar, un petit peu comme Del Toro l'a fait sur le Tour. Donc c'est pour ça que les grosses équipes, Decathlon CMA CGM notamment, ils vont pas se priver d'essayer de distancer des coureurs comme Ouidar, s'ils le peuvent. Après, l'incompréhension de certains sur le fait que Decathlon CMA CGM fasse le rythme de course, je peux le comprendre. Maintenant, je me dis aussi de mon côté, si je suis dans le bus de la Decathlon CMA CGM au départ de cette étape d'Andorre, je dis, vous savez quoi, de toute façon, on sait très bien que Tadej Pogacar, à la moitié de l'étape, il va attaquer, il va partir tout seul. On le connaît, il est au-dessus de nous, même si Félix Gall a tenté de le suivre, ok. Je pense pas que c'était une volonté de rivaliser, de faire tomber Tadej Pogacar, mais juste de dire, on va faire notre rythme pour user nos concurrents. Nos concurrents, c'est finalement tout le monde sauf Tadej Pogacar. Et ensuite, on va essayer derrière de faire exploser ce groupe pour faire mal aux outsiders de cette Vuelta, ceux qui peuvent rivaliser avec nous pour aller sur le podium final à Grenade. Et par exemple, un Joao Almeida, pour le coup, c'est quand même, on aurait quand même limite pu croire, si Joao Almeida était au top de sa forme, que Pogacar ait pu essayer à un moment donné de faire comme au Tour de France en amenant Del Toro sur le podium et de faire pareil avec Almeida sur cette Vuelta. Ouais, exactement. C'était un peu, quand tu peux éliminer un potentiel concurrent, tu le fais. Et effectivement, une équipe Decathlon CMA CGM, elle, en fait, au final, elle sait très bien qu'elle court pas pour la première place, mais en fait, la deuxième place reste presque une victoire déjà pour cette équipe. Et même, je pense que toutes les autres équipes de cette Vuelta, elles savent que la première place, en vrai, il y a quasiment aucune chance d'aller la chercher à la régulière. Donc, je pense qu'on se joue déjà battu dès cette première arrivée pour favori. C'est difficile de dire ça, mais en vrai, c'est la triste réalité. Et en vrai, on peut même pas en reprocher un Tadej Pogacar qui est simplement au-dessus de tout le monde et qui est dans une telle forme qu'il est inaccessible. Donc on joue perdant d'office. Et qui tu vois alors pour accompagner Pogacar sur le podium à Grenade et non pas à Grenoble? On les a bien cités. Félix Gall qui fait deuxième du Giro derrière Jonas Vingegaard. Il avait fait deuxième loin, mais on l'avait senti par moment être du coup le second homme fort de ce Giro. Là, sur cette Vuelta, je le sens aussi bien parti. C'est vrai qu'il a perdu un peu de temps. Je sais pas combien de temps dure le chrono sur cette Vuelta. Je pense que du coup, c'est une étape où il risque de perdre quand même pas mal de temps. Je vais aller chercher ça. Mais sinon, je vois pas tellement. Je pense que c'est celui qui a cette possibilité de prendre cette deuxième marche du podium. Mais ce qui est bien, c'est que 32 km vers Jerez de la Frontera lors de la 18e étape. Ouais, c'est quand même un bon chrono. On a vu plus long, mais 32 km, c'est pas mal. Et il risque quand même de perdre du temps, donc du temps qu'il devra récupérer aussi. Je pense que déjà hier, quand il fait un gros tempo avec l'équipe Decathlon CMA CGM, c'est pas forcément en présage du chrono, mais il veut déjà aller chercher du temps là où il le peut. Je pense qu'ils vont essayer d'optimiser chaque possibilité dans ces étapes de montagne. Donc moi, oui, j'insiste, je vois un Félix Gall deuxième. Après, troisième, ça va être discuté. C'est vrai qu'à l'instant T, Oscar Onley tient plutôt bien la corde. Mais attention à des spécialistes comme Roglic, Enric Mas, on suivra ça avec attention. Ouais, tu parlais du contre-la-montre de Félix Gall, notamment sur le Giro. Il avait terminé 33e du contre-la-montre du Giro, qui était un contre-la-montre de 42 km, remporté par Filippo Ganna, et l'écart avec Jonas Vingegaard, qui lui avait terminé 13e à 3 minutes de Pippo Ganna,
l'écart de Félix Gall était à 1,22 derrière Vingegaard, mais Vingegaard n'avait pas fait un grand contre-la-montre ce jour-là dans mes souvenirs, même si c'était quasiment le meilleur des coureurs du classement général. Allez, l'écart par rapport à Thymen Arensman, on va plutôt regarder ça en coureur du classement général pour Félix Gall. 4,22 Félix Gall, Arensman 1,54. Bon, vous avez compris, c'est du 2,25 environ, 2,30 par rapport aux Néerlandais. Donc voilà un petit peu ce qu'il pourrait perdre par rapport aux autres coureurs du classement général. Allez, quand même, derrière Gall et Onley qu'on voit sur le podium à Grenade. Tu en as parlé, mais moi je vais essayer de les classer un petit peu. Je vois un petit peu Sepp Kuss rentrer dans le top 5 avec Enric Mas. Pourquoi eux deux ? Parce que Sepp Kuss, c'est une course qui lui correspond. Il a remporté la Vuelta en 2023. C'est un coureur qui est dur au mal. C'est un coureur qui est quand même assez frais. C'est pas un coureur qui s'est épuisé. Il a fait 13e du Tour de France, mais en terminant quand même très frais, en faisant 3e. On se souvient de l'étape remportée par Carapaz sur la 2e étape de l'Alpe d'Huez. On se souvient de ce final où il chute, notamment où ça a été très compliqué pour lui, mais il termine très bien ce Tour de France avec ses 4e et 3e places à l'Alpe d'Huez lors du week-end final. Et Sepp Kuss, la Vuelta lui correspond. Pourquoi derrière je vois notamment Enric Mas? Parce que c'est pareil, c'est un coureur qui à mon avis va très bien finir cette Vuelta, et c'est plutôt contrairement à d'autres non, Enric Mas, j'avais oublié Richard Carapaz, mais Richard Carapaz c'est un petit peu l'inconnu en fait. Voilà, Richard Carapaz, que va-t-il faire? Richard Carapaz, s'il veut être dans le top 5, il y sera. Il a quand même bien terminé le Tour de France. Il a réellement la capacité d'aller jouer cette 4e, 5e place, voire un petit peu de bousculer Oscar Hindley pour la 3e place. Enric Mas, ça dépendra un petit peu de Richard Carapaz. Il sera à mon avis 5 ou 6. Et je vois Primoz Roglic un petit peu craquer sur la fin de Vuelta en payant un petit peu les mésaventures qu'il a eu lors de sa préparation. Et puis après on verra avec du Skelmose qui peut-être risque de payer à un moment donné son Tour de France, du Jarno Vidar qui va peut-être faire des coups pour rentrer à un moment donné dans le top 6-7. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc sur ce classement général de la Vuelta, Paul, on a quand même bien parlé de cette Vuelta du plateau. Est-ce que tu as une ou deux déceptions pour terminer la partie Vuelta? Tu as une ou deux déceptions un petit peu? Je vais t'en donner une ou deux le temps de te laisser réfléchir. C'est pas une déception, c'est plutôt une promesse, moi, que je veux voir. C'est du Pablo Torres, on n'en a pas parlé, équipier de Tadej Pogacar chez les UAE, mais en déception, Jürgen Nordhagen, par exemple, je citerai en déception, même s'il est équipier de Sepp Kuss. Jürgen Nordhagen, il termine quand même assez loin de dans cette étape en Andorre, 25e à 8 minutes. Derrière, dans les autres déceptions, je regarde un petit peu, il y a du Mikel Landa, du Mathieu Riccitello dans le top 30, Tobias Salland du Hannesen, 30e à 12,55. Voilà un petit peu pour les déceptions, les noms que j'attendais quand même plus haut, mais peut-être des coureurs qui, alors Riccitello équipier, hein, on le sait forcément, de Félix Gall, mais du Tobias Salland du Hannesen qui se dit, bon tu sais quoi, moi finalement, je vais aller jouer plutôt des coups sur cette Vuelta, après avoir tenté de jouer des coups aussi sur le Tour de France. Il se dit que c'est peut-être plus facile pour l'équipe Uno X de gagner des points en faisant des coups et peut-être en remontant en général à un moment donné, plutôt que d'aller batailler à fond le classement général. Toi, quelles sont les petites déceptions que tu as, Paul? Je sais pas si c'est vraiment une déception. Tiens, voilà. Je voulais être sûr qu'ils reprennent le départ ou pas. Et il reprend pas le départ aujourd'hui, c'est confirmé. Un article de l'équipe qui est sorti là il y a 5 minutes. C'est Hinish de Brooks qui abandonne la Vuelta au bout du départ de la 5e étape, mais qui lui était blessé au niveau de la cheville. Ouais, c'est ça, au niveau de la cheville. Je crois qu'il a chuté à l'entendre du crack, de ce que j'ai pu lire et entendre à gauche à droite. Ouais, et puis il était malade sur le Tour de France, donc c'est compliqué sa première saison avec l'équipe Movistar. On pouvait s'attendre à un petit peu mieux après les promesses entrevues l'an dernier, notamment c'était sur le Tour de l'Ain quand il était revenu après une longue absence. Et il voulait du coup avoir ce rôle de leader principal après avoir quitté Visma Lease a Bike pour Movistar. Bon, c'est ce qui est toujours présagé, hein.
mais c'est une année en moins dans sa carrière. Malheureusement, là, le Tour de France et la Vuelta, je pense pas qu'il le gardera d'une bonne manière cette année. Donc, ouais, petite déception, même si, bah, écoute, hein, t'es malade, t'es blessé, tu peux pas non plus faire mieux. Et pareil, un petit peu à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui traîne un petit peu ses problèmes depuis le début de saison. Hein. Joao Almeida, on en a pas mal parlé. Je m'attendais quand même à mieux. Hier, il a crevé en début d'étape, le temps qu'il revienne dans le peloton. Et ensuite, derrière, il a été rapidement distancé, alors qu'il restait encore une quarantaine de coureurs dans le groupe des favoris. Donc, une petite surprise de voir le deuxième de la Vuelta l'an dernier, tout de même, qui soit distancé aussi loin de l'arrivée, avec encore autant de monde dans le groupe favori. C'est pas simple pour le Portugais, parce qu'en début de saison, il fait 2e du Tour de la Communauté de Valence, 3e en Algarve. Mais derrière, il fait 38e du Tour de Catalogne. Il ne termine pas le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne termine pas le Tour de Pologne. Et là, il est déjà loin, très loin au classement général de cette Vuelta. Il est 59e après 4 étapes. Je sais pas ce qui se passe chez le Portugais actuellement. C'est pas simple du tout. On espère que ça va aller mieux pour lui, mais c'est vrai que dans cette lutte interne de l'éternel numéro 2 derrière Pogacar, Joao Almeida avait souffert, je sais pas, mais en tout cas, il y avait une bataille interne un temps avec Juan Ayuso. Juan Ayuso est parti, il a dû se dire c'est bon, je suis tranquille, sauf que Isaac Del Toro est arrivé derrière. Et Isaac Del Toro, c'est le bro in love de Tadej Pogacar, et Pogacar fait tout pour l'emmener sur le podium du Tour de France. Quand Joao Almeida doit avoir ça, il doit avoir les boules, je pense quand même. Ah ouais, forcément c'est pas évident pour Joao Almeida. En tout cas, c'est pas une période assez évidente. Et tiens, je t'en cite un dernier sur la route là, un Santiago Buitrago là aussi, Oui. qui lui visait le classement général aussi sur cette Vuelta avec Bahreïn, qui lui, ça y est, s'est confirmé son transfert avec l'équipe NSN. Il visait le général, et malheureusement, c'est plutôt un flop sur ce départ. Il a été distancé aussi très rapidement hier. Ouais, clairement. Santi Buitrago, qui depuis son top 10 au Tour de France a bien du mal à confirmer. Donc pour le futur ex-coureur de l'équipe Bahreïn Victorious. Allez, lui, je vais terminer avec lui, c'est Carlos Rodriguez. Lui, on sait plus ce qui se passe chez lui, le coureur de la Ineos, l'Espagnol. Il n'arrive plus à revenir à son niveau, qui était un niveau de top 5 du Tour de France à un moment donné, top 5 de Grand Tour. C'est quand même très compliqué pour Carlos Rodriguez, 20e du Tour Auvergne-Rhône-Alpes cette année, 4e au Tour d'Autriche, où tu as eu l'impression qu'il revenait un petit peu, qu'il retrouvait quelques jambes. Mais bon, derrière, il a du mal à faire. Il fait même pas top 20 en Catalogne et à Paris-Nice, par exemple. Ouais, non, c'est une saison aussi pour lui qui est plutôt compliquée. Et puis j'avais envie de terminer du coup sur une note positive. Là, tu me parlais du coup de méformes, de mauvaises performances sur cette Vuelta. On parlait des Français aussi au départ. On n'a pas trop cité Clément Berthet, qui du coup, oui, il est l'actuel meilleur Français de cette Vuelta. Lui, il a un coup à jouer, je trouve, pour typiquement un fond top 10 ou sur une échappée pour reprendre sur une échappée qui pourrait prendre 10 minutes d'avance, où il pourrait faire un coup, revenir au classement général. Typiquement aussi, ça pourrait être le genre de coureur qui, si vraiment Pogacar et ses équipiers laissent vraiment l'échappée partir, pourrait pourquoi pas aussi prendre le maillot rouge. On sait que l'équipe Groupama FDJ, elle adore prendre le maillot rouge sur la Vuelta par le passé avec Lenny Martinez, avec Rudy Mollard aussi. Donc pourquoi pas et même David Gaudu aussi l'an dernier, j'allais l'oublier. Pourquoi pas un Clément Berthet pour un bon classement général, lui du coup qui a rejoint l'équipe Groupama FDJ cette saison après son départ de l'équipe Decathlon. Il était annoncé au départ leader sur le Tour d'Italie avec un objectif de top 10. Sa préparation a été un peu décalée, je crois qu'il a été malade aussi en début de saison, et là c'est le seul grand tour auquel il participe. Ah non, il a fait le Tour de France et il a abandonné après sa chute, je crois, au contre-la-montre par équipe, alors qu'il aurait pu faire aussi un bon tour. Donc je garde beaucoup d'attention sur un Clément Berthet qui, je le sens motivé sur cette Vuelta. En effet, bon voilà, on a parlé de cette Vuelta en long, en large et en travers. Vous avez tout
eh bien pour comprendre la suite de cette Vuelta qui se terminera eh bien à Grenade au mois de septembre. La date exacte le 13 septembre. L'arrivée finale à Grenade avec eh bien un final de Vuelta vers la Sierra Nevada. Comme d'habitude, des arrivées au sommet compliquées. Collado del Alguacil et Peñas Blancas Estepona les 2 jours avant l'arrivée à Grenade. La veille de ces 2 étapes de montagne, le contre-la-montre à Jerez de la Frontera, les 4 derniers jours seront assez intenses avec une arrivée finale à Grenade et un circuit avec une bosse qui ressemble, pas dire que ça ressemble à Montjuïc, mais en tout cas ça ressemble un petit peu au profil de la dernière étape de Montjuïc sur le Tour de Catalogne. Une deuxième semaine avec la Sierra de la Pandera qu'on a l'habitude de voir sur la Vuelta, des arrivées au sommet avec aussi Villa Joyosa, Alte de Aitana, Costa Blanca, voilà, sur la Costa Blanca pour terminer la première semaine. Un petit peu cette Vuelta qui visite le sud de l'Espagne. Bon, on connaît le vainqueur, on va bien voir qui sera sur le podium avec lui à Grenade. Je voudrais quand même qu'on termine quelques minutes, Paul, ce podcast avec Julian Alaphilippe, la retraite de Julian Alaphilippe. Retraite, je vais pas dire qu'on ne l'attendait pas à la fin de cette saison-là, mais le plus surprenant reste le timing, comme ça, avec, on a l'impression une cassure complète avec le vélo à la fin du Tour de France, et cette annonce un petit peu en catimini, courant août, avec d'abord une information qui sort via l'équipe, le journal L'équipe, et le lendemain, eh bien, un post sur Instagram, sur les réseaux sociaux de Julian Alaphilippe, avec l'annonce de sa retraite. Il ne termine même pas la saison, il ne fera même pas une dernière course sous le maillot Tudor, alors qu'il restait encore 1 an de contrat, ce qui veut dire qu'il renonce à sa dernière année de contrat pour arrêter sa carrière là. Qu'est-ce qui te surprend dans l'annonce de retraite de Julian Alaphilippe, Paul? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en dire parce que tu dis que c'était pas une surprise. Pour moi, c'est quand même une très grosse surprise. On s'attendait pas à ce qu'il refasse 5 ans, effectivement. Moi, je m'attendais qu'il aille au bout de son contrat avec Tudor et qu'il l'an prochain prenne sa retraite. Pour moi, ça c'était plus ou moins écrit. Je sais pas s'il aurait fait les championnats du monde l'an prochain, mais typiquement, je pense qu'en bon capitaine de route, cette saison, il aurait pu encore être appelé par Thomas Voeckler. Très surprenant aussi parce que sa dernière course a été le Tour de France. Et j'ai vu pas mal d'avis passer disant que si justement il avait décidé de prendre sa retraite avant ou pendant le Tour de France, il aurait pu être remercié d'une différente manière. Tu sais, on a eu les virages Pinot par le passé qui a été exceptionnel. Ça. Il aurait mérité, oui, un meilleur adieu sur les routes du Tour de France parce que, en vrai, qu'on le veuille ou non, il y a eu tous ces succès durant sa carrière, donc ces 2 titres de champion du monde. Mais je pense que la meilleure histoire qu'a écrite Julian Alaphilippe, c'est vraiment sur les routes du Tour de France. 2019. Ces passages en 2018, 2019. C'était exceptionnel. Sa victoire à Landerneau avec son maillot de champion du monde. Non, mais enfin, il y a une vraie histoire avec Julian Alaphilippe et le Tour de France. Et je pense que ça aurait mérité de s'écrire autrement sur cette fin. On se rappellera donc on a quand même ces belles photos et ces belles dernières images de Julian Alaphilippe, acclamé, applaudi par la foule dans Montmartre. Donc on se satisfera de ça. On verra si un peu plus tard on aura une vraie célébration autour de Julian Alaphilippe qui est selon moi le meilleur coureur français au XXIe siècle. Oui. En tout cas avec le plus gros palmarès, ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Non, mais meilleur coureur français du XXIe siècle, je pense que tu as raison. Oui. Donc et c'est vrai que le timing c'est un petit peu bizarre parce que déjà il finit pas la saison comme tu dis, on le dira pas au revoir sur un vélo. J'ai l'impression comme tu dis que il y a une totale déconnexion entre le cyclisme actuel et Julian. Il est dépassé par ce qui se passe actuellement. Il l'a dit lui-même un petit peu en interview sur le Tour de France. Il était loin du niveau des meilleurs. Même quand il a fait une échappée sur le Tour, il était distancé dès l'étape de plaine sur la seule difficulté du parcours. Je pense que ça a aussi notamment beaucoup peiné. Il y a eu quand même des belles discussions avec Warren Barguil quand il termine l'étape à 2. Je pense que déjà, il y a des mots qui laissent... Quand ils ont dû discuter à 2, il y a des mots qui laissent penser que ça sera certainement la fin après le Tour. Et mais même c'est le timing. L'interview après cette étape à l'Alpe d'Huez où il dit maintenant il est temps de terminer. Tu te dis avec le recul que c'était prémonitoire et qu'il sentait que
Il sentait qu'il qu'il avait déjà pris même limite sa décision quand il parle à ce moment-là. C'est ça, il avait dit c'était peut-être mon dernier Tour de France. Enfin, c'était ce qu'il disait. Donc bon, on se laissait quand même sous-entendre que bon, c'était un mauvais moment à passer et qu'il serait motivé à revenir une dernière fois sur les routes du Tour de France l'an prochain. Bon, ça n'a pas été le cas. Et après, c'est vrai qu'il y a un contexte aussi niveau familial, on ne sait pas trop. Enfin, il s'est un petit peu éloigné du public ces derniers temps, moins de déclarations dans les médias. Là, justement, il a annoncé sur son compte Instagram du coup sa retraite. Et il a fait quelques déclarations dans la presse. Et là, je crois que j'ai vu passer hier qu'il ferait plus de déclarations avant je pense une volonté de déconnecter, une volonté de déconnecter très clairement. Alors voilà, on va dire ça très clairement. Les rumeurs sur sa vie privée, comme quoi il ne serait plus avec Marion Rousse. Je t'avoue que sincèrement, on l'a tous vu passer, hein, voilà, très clairement. Je n'ai même pas envie de m'en occuper. C'est leur vie privée. Ils sont grands. Mais en termes de vélo, c'est vrai que tu sens à un moment donné, tu sens qu'il y a une cassure dans la tête. Il y a quelque chose qui s'est passé pour Julien Lafilippe. Quand tu reparles de cette côte de 4e catégorie sur le Tour de France où il est lâché à la pédale, ça doit être compliqué. T'es double champion du monde il y a encore 5 ans. T'es maillot jaune du Tour de France. Tu remportes il y a 5 ans, tu remportes la première étape avec le maillot de champion du monde. Et pourtant, t'avais déjà Pogacar qui était là sur le Tour en vainqueur en titre en 2021. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'Alaphilippe où sur le vélo, il voit qu'il a plus les watts pour suivre les autres. Après, j'ai quand même un doux rêve. Je te dis, j'ai quand même un doux rêve. C'est que cette cassure-là, qui intervient maintenant, je ne sais pas si la dernière année de contrat chez Tudor a été déchirée. Je te dis ça comme ça. Il reste une année de contrat. Est-ce qu'on peut très bien dire à Julien Philippe, fais ta pause, et il revient peut-être pour faire un dernier tour à un moment donné sur quelques courses l'année prochaine en 2027 et peut-être terminer aussi en capitaine de route sur les championnats du monde. Dernière course avec le maillot de l'équipe de France. Il a été double champion du monde. Il y a un championnat du monde en France. Et là, il termine sur cette course-là. C'est un doux rêve. Je ne pense pas que ça arrivera. Qu'il ait annoncé comme ça cette décision, c'est peut-être pas un hasard. Mais tu l'as dit aussi, Thibaut Pinot a eu droit à sa sortie avec le virage Pinot sur le Tour de France. Romain Bardet a choisi sa fin. Notamment, on a pu célébrer Romain Bardet sur les routes avec les supporters qui étaient là. Et Julien Philippe, il mérite un hommage à cette hauteur, à la hauteur de sa carrière. Et malheureusement, ce départ un peu en catimini, assez abrupt, nous empêche de lui dire au revoir comme on aimerait lui dire au revoir et comme on aimerait lui rendre tout ce qu'il nous a donné, lui, en étant sur le vélo. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, j'avoue que j'ai pas réfléchi à ce genre d'idée. Très sincèrement, j'y crois pas tellement. Je te dis ça, c'est un doux rêve, mais j'y crois pas. Je trouve que vraiment. ça gâcherait encore plus cette fin. Tu veux te dire, bon, bah, j'ai pris ma retraite et au final, je retourne ma veste, je reviens. Enfin, oui. Je préfère me dire, bon, que c'est la fin. De toute façon, on l'a senti, même s'il revient l'an prochain, je suis pas certain qu'il soit capable de jouer les premiers rôles sur des courses. Donc bon, il fallait bien qu'il y ait une fin à un moment donné. Bon, la fin, elle est un peu brutale, mais il va falloir s'y faire. Et on aura quand même l'occasion, peut-être pas sur le vélo, mais on aura l'occasion, je ne sais pas quand, mais de le célébrer à l'occasion d'une course. Je pense que il a besoin un peu de recul, mais je pense pas que ça soit un coureur comme Thibaut Pinot qui, lui, a voulu faire un trait avec le vélo, enfin un trait. Ouais. Il a voulu se retirer du monde professionnel autour du vélo. Je pense que Julien Lafilippe, de près ou de loin, il gardera un petit peu cette attache avec le vélo, donc on aura l'occasion de le voir encore. Quel souvenir toi tu as de Julien Lafilippe? Allez, si tu devais donner 1, 2, 3 souvenirs de Julien Lafilippe dans sa carrière, toi ce qui t'a marqué, ce qui t'a procuré aussi comme émotion. J'ai pas envie j'allais dire forcément les trucs évidents, mais moi c'est quand même son début de carrière, c'était exceptionnel. Moi, je suivais un petit peu le vélo depuis 2011 et la première année, sa révélation quand il fait 2 fois deuxième, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. En plus, très honnêtement, j'avais pas regardé les courses en direct à la télé, mais j'avais vu les résultats paraître. Je m'étais dit, mince, attends, un Français qui fait 2 fois deuxième, tu vois, c'est pas anodin. Tu te dis, attends, et en plus, on était dans une période où on était aussi à la recherche de vrais coureurs français capables d'aller concurrencer les cadors de l'époque, les Valverde, etc. Et après, il y a eu son Tour de France aussi 2018.
Je souligne un petit peu des moments, des passages qui ont été un peu mis de côté parce qu'il y a eu aussi de très beaux succès derrière, mais son Tour de France 2018 avec son beau maillot à pois, ses 2 victoires d'étape, ça laissait présager que du bon sur la suite du Tour, et notamment son Tour 2019 assez fabuleux. Et ouais, c'est 2 titres de champion du monde. Ce qui me laissera un goût amer, effectivement. Il y a deux courses qui me laissent un petit peu déçu, que Julien aurait pu accrocher à son palmarès un jour. Il y a Liège-Bastogne-Liège qui le faisait tellement rêver. À Julien, honnêtement, il aurait tellement mérité de l'accrocher. Parfois, c'est de sa faute s'il n'a pas gagné Liège. Parfois, il y a des circonstances qui fait qu'ils lui ont pas permis de remporter la course. Je pense notamment à Bob Jungels quand il remporte Liège-Bastogne-Liège. Il était tellement fort ce jour-là, mais il fait le boulot parfait pour être l'équipier modèle. Je pense aussi, du coup, en deuxième rideau, à son titre de champion de France qu'il aurait tellement mérité, mais le problème c'est qu'il était dans une équipe Quick Step où il y avait pas non plus beaucoup de coureurs français à ses côtés par rapport aux Armada, Groupama, FDJ qui avaient à chaque fois qu'aligné une vingtaine de coureurs. Il était un petit peu isolé, et même si parfois il y avait des parcours qui lui étaient à sa hauteur, il y avait toujours un coureur qui pouvait l'emporter. Je pense à du Anthony Roux, je crois, qui remporte, c'était 2018, son titre de champion de France. Cette année déjà, il aurait peut-être pu prendre son titre de champion de France. Donc ouais, un goût amer sur un titre de champion de France ou un Liège-Bastogne-Liège qu'il aurait pu accrocher à son palmarès. Allez, moi aussi, Julien Philippe, c'est beaucoup de victoires, mais c'est aussi le pendant, c'est beaucoup de déceptions, non, mais en tout cas des défaites qui marquent. Je pense notamment au craquage des championnats du monde 2018 où il est annoncé comme le grand favori avec Valverde, là où Valverde est champion du monde. Alors putain, le nom, l'endroit, je ne sais plus, je m'en souviens plus. C'était peut-être en Autriche. Innsbruck, voilà, merci beaucoup. Où Valverde est champion du monde, où t'as au pied de la dernière bosse Bardet, Pinot, Alaphilippe, roue en roue pour emmener Alaphilippe, et c'est finalement Alaphilippe qui craque le premier, et derrière c'est Bardet qui va faire podium avec le travail de Thibaut Pinot. Donc ça m'avait marqué parce que je voyais Julien Alaphilippe l'hyper favori. Il y a forcément cette étape où il perd le maillot jaune au Tour de France. Bon, ce dernier week-end était de trop. En plus, étape rabotée du lendemain, il fait quand même 5e du général, mais avec des circonstances atténuantes pour lui. Il y a forcément le Tour des Flandres 2020 où il a le maillot de champion du monde, il vient tout juste d'être champion du monde, il est avec Van Aert, avec Van Der Poel, et il y a cette moto qu'il percute alors que c'est peut-être l'année ou jamais pour qu'il remporte le Tour des Flandres, encore plus avec le maillot de champion du monde. Et il y a cette défaite aussi à Liège-Bastogne-Liège avec le maillot de champion du monde où il se fait sauter sur la ligne en célébrant trop tôt. Il y a quand même derrière tous ces succès de Julien Philippe, avec notamment le titre à Imola ou le plan séquence de l'hélicoptère qui filme Julien Philippe vraiment à l'horizon, à l'horizontale par rapport à Alaphilippe avec c'est un paysage de carte postale où Alaphilippe roule sur la montagne. T'as l'impression que il vole complètement, il vole vers ce titre de champion du monde. En fait, Alaphilippe, c'est tout ça à la fois. C'est à la fois des victoires qui nous ont tous marqués sur le Tour de France, ces titres de champion du monde, Milan-San Remo qu'il remporte. Et heureusement quand même que Julien Philippe a au moins un monument dans sa carrière quand même, parce qu'il aurait terminé sa carrière sans monument pour un tel champion. Et le champion qu'il a été, ça aurait été quand même assez cruel. Et puis aussi ces défaites, ces moments où notamment cette chute à Liège-Bastogne-Liège qui est finalement le tournant de sa carrière. Je crois que c'est Liège-Bastogne-Liège 2022 si je me trompe pas. Paul, tu pourras peut-être me corriger, où il tombe dans le ravin, où il y a une chute hyper violente, où Romain Bardet va le voir et il en ressort complètement choqué avec les larmes aux yeux de voir un Julien Philippe qu'il a quasiment vu, je vais pas dire décédé, mais vraiment en très mauvaise posture, et il est quand même revenu sur le vélo derrière, mais tu sens que ça a été quand même une cassure. Il avait plus envie de prendre les mêmes risques aussi, et peut-être le fait d'être papa, ça lui a aussi changé l'état d'esprit sur le vélo. Donc c'est tout ça à la fois. Tadej Pogačar, non, c'est tout ça à la fois. Julien Alaphilippe, c'est un magnifique champion, c'est une rockstar du vélo, c'était une rockstar du vélo. Bon, en tout cas, Paul, on peut lui dire merci. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as très bien souligné. Ces victoires sont aussi belles que ces défaites, finalement. Et parfois, on n'est jamais aussi derrière un champion que par ses défaites. Enfin, on aime bien s'associer à de belles défaites
comme on aime bien s'associer à de tels succès. Donc ouais, non, on retiendra que du bon de sa carrière, encore une fois. En effet, Paul, le cycle des temps, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi à nouveau pour l'invitation. Un grand merci. Encore une fois, on rappelle sur les réseaux sociaux, YouTube, avec aussi TikTok, Instagram. Paul, le cycle des temps. Est-ce que tu referas quelques live Twitch ou c'est prévu? Ouais, il faut que je m'y réattelle. Je te après dis, les justement, vacances. je suis rentré de classique Hambourg, Tour d'Allemagne. Je vais souffler un petit peu, ouais. Me reconcentrer un petit peu, voir un petit peu quel projet je mets en avant à la rentrée, mais il est probable qu'il y ait de nouveau des live Twitch qui paraissent. T'as bien raison, Paul. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec moi. On rappelle Vélo Podcast disponible sur les plateformes de stream, Apple Podcast, Deezer, Spotify et sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast, où vous pourrez suivre ce vendredi 28 août en direct sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast la dernière étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, cette épreuve française qui se termine vendredi à Poitiers. On sera en direct à Poitiers. On rappelle Vélo Podcast à la fois producteur, diffuseur et de cette dernière étape, réalisateur, diffuseur. On va commenter aussi, on va tout faire de A à Z pour vous fournir cette dernière étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, en direct et en intégralité. On va suivre cette dernière étape. Paul, on se donne rendez-vous vendredi du coup devant l'écran pour suivre cette étape-là. C'est ça, vendredi derrière l'écran pour suivre cette dernière étape du Tour du Poitou-Charentes. Encore une belle semaine de vélo à suivre. Encore une fois, je serai accompagné d'Étienne Gourceau aux commentaires, qui m'accompagnera vendredi. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, bonne Vuelta, et donc à vendredi en direct sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Ciao, ciao. À bientôt, salut.